Il dit maintenant on doit parler Congo. Il n'y a plus d'UDPS, il n'y a pas de MLC, il n'y a pas de MND, il n'y a pas de CRD, il n'y a pas de CID, il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas d'ensemble. Il y a le Congo qui est menacé. Qui est selon vous le vrai commanditaire de tout ce qui se passe? Qui n'en parle français? Je qualifie d'un vrai commanditaire de tout ce qui s'est passé qui? Mais je vais dire aux Congolais, Kabila sait que démocratiquement, il lui est tellement difficile de rentrer comme président de la République. C'est pourquoi il utilise il veut utiliser le même modus operandi. Ce n'est qu'une révélation. Kabila qui a dit je laisse le pouvoir sans remords. Moi je suis... Je laisse à mon prédécesseur le pouvoir sans remords. Est-ce que vous avez l'impression que si Tshisekedi avait gardé Kabila à ses côtés et Moïse Katumbi, ils auraient pu mettre fin à cette guerre, d'autant plus que Kabila a eu déjà à en découdre avec les M23 et Moïse Katumbi a eu à faire des propositions comme quoi si on mettait l'armée dans de très bonnes conditions, logistiquement, financièrement, notre armée va vous finir cette guerre. Parce que Kabila n'avait que pour traitement de la guerre, il ne donnait qu'un seul médicament. Brassage, mixage, jumelage, crossing over. C'était tout. L'unique critère qui a fait de Mme Judith Suminwa Première ministre, c'est parce que c'est une femme. Le président de la République a voulu marquer l'histoire en disant qu'il y avait, on a connu aussi au pays un Premier ministre de genre féminin. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, M. Zedam, on en parle encore une fois de plus tout au long de ces magazines version authentique. Mais finalement, quel aboutissement à la mission que les évêques se sont donnés pour procurer une paix définitive? On va aborder dans tous les sens tout au long de ces programmes version authentique. Monsieur Zedam, bonsoir et bienvenue à ce NM numéro de votre magazine que vous émettez en version authentique. Et nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le président du parti des nationalistes convergents, lui divergent plutôt, lui c'est le président Prince Kinana avec qui nous allons devoir discuter autour de cette thématique, question de scruter, enfin de proposer une bonne thérapie pour qu'enfin notre pays, la République démocratique du Congo, retrouve une paix durable. Compromis, il avait été annoncé dans plusieurs de nos plateformes. Eh bien, il a finalement décidé d'honorer notre invitation. Nous avons le signe honneur de le recevoir sur ce plateau. Prince Kinana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Merci beaucoup de l'invitation. D'ailleurs, je prendrai une promesse. C'est quoi je vais faire à la fin de l'émission pour qu'on puisse voir comment est-ce que le nationalisme va commencer à être prêché dans la version authentique. Très bien. Au courant de la semaine, on pourra trouver une journée pour parler Congo. Ça, c'est bien. Parler de cette patrie, de cette nation qui est la nôtre, la République du Congo, ces pays que nous aimons tant. Je pense que nous allons passer un bon moment de télé, ou ceux qui vont nous suivre passeront un bon moment de télé, où nous allons parler Congo et rien que du Congo. Est-ce que vous vous sentez bien, Prince Kinana, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que le pays va bien et vous, comme acteur politique évoluant en RDC, est-ce que vous êtes bien, vous vous sentez bien, le pays va bien? Si je dois dire que le pays va bien, en tant que politologue, ceux qui me connaissent diront que j'ai menti. Très bien. Les Congolais conscients, les patriotes nationalistes comme nous, savent que rien ne marche jusque-là parce que lorsque la sécurité publique, qui est la première mission régalienne de l'État, est menacée, rien ne marche au pays. Lorsque nous avions des localités occupées, des villes entières qui tombent sous une occupation étrangère, parce que c'est l'armée rwandaise qui occupe Goma aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui occupe Bukavu aujourd'hui, c'est l'armée rwandaise qui occupe Bunagana, Kishiché, Rutshuru, Mangabo et autres. Je vais dire que rien ne va parce que le pays est sous agression, le pays est sous occupation. Nous avons des Congolais qui meurent, il y a des Congolais qui sont sans abri, il y a des Congolais qui sont censés fuir. Au moment où nous tournons cette émission, il y a des ceux-là qui traversent dans deux pays voisins, il y a des enfants qui sont restés orphelins, il y a des mamans qui sont violées, il y a des pillages de nos minéraux qui sont faits jour et nuit. Tant que cela perdure,
je me dis, rien ne marche jusque-là dans mon très beau et cher pays. Très bien. Allez, je rappelle qu'il est président national du mouvement des nationalistes divergents. Prince Kinana, c'est avec lui que nous allons devoir en découdre tout au long de ce programme. Prince Kinana, venons-en à notre thématique pour le scruter directement. Aujourd'hui, la situation est celle qu'elle est. Mais ma première question était celle de savoir votre lecture par rapport à cette situation, de là où nous étions et de là où nous sommes aujourd'hui. Comme un acteur politique avéré, quelle lecture faites-vous de la situation globale de la partie menacée de la RDC par l'insécurité? Cette guerre dans l'Est, moi j'avais d'ailleurs invité les Congolais de ne plus parler de l'agression, de la guerre dans l'Est, on devait dire la guerre de la RDC parce que Goma ne se retrouve pas au Rwanda. Goma officiellement, le président n'a pas déclaré la guerre, il n'a pas réuni les deux chambres en Congo. Nous avions toujours été en guerre, mais la RDC a toujours joué la défensive. Ok. Parce que l'ennemi qui vient attaquer, il ne vient pas comme ça en prêchant la Bible et puis nos localités tombent. Ils viennent armes à la main, ils tuent nos mamans, ils tuent des enfants. À Goma, il y a tout un carnage. D'ailleurs, on parle de 15 millions de morts déjà, depuis que cela a perdu près de 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a toujours une guerre d'agression ou d'invasion où l'envahisseur occupant Kagame a toujours voulu nous prendre des territoires. Cette guerre avait un caractère géopolitique mondial, du fait de multinationales, du fait de puissances étrangères qui ne veulent pas se ressourcer en minerais au Congo par la grande porte, qui ne veulent pas traiter avec le gouvernement congolais, mais qui pensent toujours dans ce néocolonialisme isé de guerre, fomenté de guerre, créer le chaos pour faire fuir les populations locales et ainsi piller les ressources. Massacrer, tuer pour avoir des minerais de sang, ont toujours utilisé le Rwanda comme un État proxy depuis 1994, un État commissionnaire qui, pour l'objectif de pouvoir avoir des minerais stratégiques. Aujourd'hui, on nous fait la guerre parce que nous sommes à l'ère de la transition énergétique. 70% des réserves mondiales de cobalt se retrouvent au Congo. Okay. 70% des réserves mondiales de lithium se retrouvent au Congo. Vous avez les pyrochlore, un nouveau minerai découvert qui peut être utilisé pour la construction de fusées. Il y a les coltans, les colombo-tatalik, il y a l'or, il y a le lithium et autres. Donc cette guerre a un caractère géopolitique mondial. Très bien. Mais la guerre aussi est la résultante des conflits interethniques. On vous dira dans l'Est, les Hema et les Lendou ne s'entendent pas, les Fuluru, les Bembe, les autres. C'est-à-dire que les conflits interethniques ont toujours été aussi un élément déclencheur de cette guerre. Mais tout a commencé depuis 1994, lorsque la France nous demanda d'ouvrir le couloir humanitaire où il y a eu des réfugiés Hutus et Tutsis qui fuyaient les génocides de Tutsis engagés par Kagame. Vous savez, Kagame s'est construit à travers ces génocides. Ils sont entrés chez nous avec armes à la main. C'était les malheurs du Congo. Ça dure 30 ans, mais notre État, notre propre État, nous Congolais, avions été incapables de remédier à cette situation. Kagame a utilisé plusieurs politiques. La politique de déportation des populations, c'est-à-dire, il tue les Congolais, il prend les Rwandais, il vient les remplacer là où les Congolais habitaient. Mais c'est ça la politique. Au moment où nous parlons, depuis qu'il y a eu carnage à Goma, il y a des villages où on a tué les chefs coutumiers et toute la famille chefale. On prend les Rwandais, on les intronise chefs coutumiers. Les prêtres rwandais enseignent là-bas en Rwanda pour dire qui vous serez la terre promise que le Seigneur avait promis aux enfants d'Israël. Massissi appartenait au Rwanda. C'est-à-dire qu'ils veulent occuper des territoires. C'est la déportation des populations. C'est comme ça que vous avez vu, il a multiplié les stratégies. Il y a eu l'AFDEL en 1997, il y a eu les RCD, il y a eu le CNDP, il y a eu le M23, aujourd'hui il y a le M23 et l'AFC. C'est le même modus operandi. Les mêmes caméléons qui changent de couleur, mais la RDC a toujours resté sur sa propre lignée, celle de pleurnicher. Nous nous sommes toujours engagés vers la voie diplomatique au lieu de nous réformer notre armée et ainsi combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais malheureusement, nous nous contentons de pouvoir dialoguer
de pouvoir négocier souvent. Ces négociations ont toujours été faites d'une manière la plus déconcertée en relation internationale. Puisque historiquement, vous êtes revenu sur la situation globale de ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, ne pensez-vous pas que nous sommes nous-mêmes, quelque part, je veux dire, responsables de ce qui nous arrive? Une frange de l'opinion pense que les voies diplomatiques ont été déjà abordées par l'ancien régime, mais lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'est dit il va mener une diplomatie autrement, en faisant venir justement Paul Kagame au Stade des Martyrs, rappelant que c'était un partenaire privilégié, c'était un frère pour lui. Ne trouvez-vous pas qu'on a laissé passer, le président Tshisekedi et son régime a laissé trop passer du temps, au lieu d'aborder cette situation d'une autre manière, il a tenté à faire passer trop du temps en prenant pour une diplomatie alors que Kagame n'attend qu'une voie de guerre? Les relations internationales sont une jungle où les forts ont toujours dominé les faibles. Ok. La RDC s'est avérée rester un État faible au lieu de s'affirmer à travers une très bonne organisation sociale, à travers une très bonne organisation politique, à travers une très bonne structure économique. La RDC s'est distinguée ou se comporte en ce qu'on dit chez nous en dialecte en Kiyaka. Moi, je suis Yaka, des pères et des mères. D'ailleurs, je suis Zinkian, je suis de la famille Chefal. On dit c'est-à-dire là où on tuera ton père. Là où on a tué ta mère, c'est là où tu amènes du foufou sans condiment. C'est-à-dire que aux gens foufou à pas besoin de biloko. Ok. Donc on n'a pas battu babomi maman na yo. Tu espères que ba peso musuna maman na bino dame. On ne peut pas revenir sur des éléments basiques qui n'ont pas lieu de détenir. Parce que le Congo a 9 pays voisins. Il est appelé à vivre en bonne relation avec ses voisins. Malgré que... Mais si ces voisins se comportent mal, non. On fait quoi? On fait quoi? En sciences politiques, tous les États sont des monstres froids. Ok. Voilà pourquoi, dans l'organisation de l'État, on a prévu que chaque État puisse avoir une puissance militaire, l'armée. L'armée, c'est pour vous défendre contre la menace extérieure qui viendra de qui? De votre voisin. Mais aussi la police, qui est censée sécuriser la menace intérieure qui peut venir du soulèvement populaire et des tensions à l'interne. C'est comme ça que quand on était en train de penser République en Sciences Po, on a prévu que les États aient un moyen de dissuasion, l'armée. Maintenant, la RDC, sous Félix Tshisekedi, avait pour mission d'abord de démystifier le Rwanda. Cela n'a pas été fait avec Kabila? Kabila s'est engagé à travers des négociations qui ont affaibli l'État en interne. C'est-à-dire, Prince Kina, Tshisekedi a engagé des démarches pour trouver des solutions salvatrices à l'externe. Kabila avait une approche de la guerre sur le plan interne, c'est-à-dire, il prenait ses groupes armés, il résolvait la question dans l'Est à travers le brassage et le mixage, le jumelage, les nzonzing, le crossing over, comme même le disent les biologistes, de groupes armés, à chaque incursion, à chaque insurrection, à chaque mouvement armé, sans savoir que c'était Kagame qui était derrière, Kabila les appelait, il est brassé. C'est comme ça qu'on voit que la plupart des commandements dans l'équipe, ce sont des Tutsis. Là, ce n'est plus un secret de polichinelle. C'est parmi les conditionnalités qu'on posait au gouvernement Kabila. Donnez-nous 40% des zones de commandement dans les Kivu, déclarer cette zone sinistre. Est-ce que c'était une mauvaise manière de faire pour préserver la paix? C'était une très mauvaise manière. Mais au nom de la paix, Cela n'a pas amené une paix totale, c'était une paix de factice. Ok. Il y a eu les RCD. On a brassé les RCD. Kagame est toujours dans son envie toujours de pouvoir piller et repiller encore. Parce que ce n'est pas lui, ce sont les puissances. C'est la communauté internationale. C'est la Commission européenne. Ce sont les États-Unis. C'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne.
C'est la France. Très bien. Il va encore créer les CNDP. Kabila prend les CNDP avec le Koundabato, il est au bras. Kagame vous crée les M23. On prend les M23 à travers un accord. On vous dit on les a neutralisés en 2013. Or c'était faux. Parce qu'il y a des ceux-là qui étaient dans le gouvernement. Il y a des ceux-là qu'on avait arrêtés. Il y a des ceux-là qui avaient fui vers l'Ouganda. Et puis il y a eu une paix de factice qui n'a pas duré. Il nous court toujours. Très bien. Mais après, il y aura encore M23 sous Tshisekedi et AFC qui sera créé à Nairobi. Maintenant, là, il y a une coalition. C'est un monstre maintenant à deux têtes. Donc, c'est le même caméléon qui est Kagame, qui change de couleur, mais en ayant le même modus operandi. Maintenant, Tshisekedi dit, comme je sais que cela revêt un contour géopolitique mondial, je vais aller auprès de ceux qui sont censés réguler les droits internationaux, ce qu'on appelle la communauté internationale. Est-ce que ce n'était pas un passe-temps? Ce n'était pas un passe-temps parce que, au-delà que cela n'a pas jusque-là apporté des fruits attendus. La diplomatie agissante, on a la réponse tant attendue par le Congolais, parce que l'insécurité s'agrandit du jour au lendemain. L'état du Congo aussi est en train de s'aggraver. Et cette sécurité publique n'est pas toujours garantie. Le peuple sont censés errer ça et là, comme des brebis manquant de berger, mais ça payait. Avant Tshisekedi, le Rwanda n'était pas cité comme l'agresseur principal des Congolais. Parce qu'il en attendait. Moi, je peux vous le dire. Attendez, les images ont même fait la ronde des réseaux sociaux où on a vu Lambert Mende, ministre de communication à l'époque, citer nommément le Rwanda, dénoncer le Rwanda. Non, Joseph Kabila, il ne suffisait pas. Il ne suffisait pas. Il a dénoncé le Rwanda. Il n'était pas le premier. Mouzé d'ailleurs était le premier à dire que c'était le Rwanda. Mouzé avait dit haut et fort comme ça qu'il n'y a pas, il y a pas de rébellion au Congo. Non, mais parce qu'avec les régime Tshisekedi, il suffisait seulement de citer le Rwanda était... Non, là c'était de... L'émission est pédagogique. Il y a des étudiants qui vont nous suivre, nous vont être rationnels. Il ne suffit pas que Kinana dise que c'est Kagame qui nous agresse pour que cela porte des fruits. Ça éveille la conscience nationale. Mais moi je parle de ceux qui doivent réguler les droits internationaux. Il n'y avait aucun rapport des Nations Unies sous Kabila qui reconnaissait le Rwanda comme principal agresseur du Congo. Mais sous Tshisekedi, il y a eu des rapports qui ont accompagné cela. Sous Tshisekedi, même au Conseil de sécurité, il y a des pays qui citaient nommément le Rwanda. Sous Tshisekedi, il y a eu des sanctions autres. Vous avez vu les parlements européens, pas plus tard qu'hier, qui venaient d'interrompre le partenariat militaire qu'il y avait entre la Commission européenne avec Kigali, même l'appui financier que la Commission européenne donnait à Kigali. Ce sont des avancées diplomatiques qu'on a pu voir sous Tshisekedi. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Mais en tant que peuple ou en tant que nation, nous ne pouvons pas nous réjouir du fait qu'on a cité le Rwanda au Conseil de sécurité. Du fait que le Conseil de sécurité s'est réuni à 2 fois pour parler de la question de l'Est. Bon, qu'est-ce qu'ont-ils fait? Nous ont-ils donné des armes? Ont-ils envoyé une armée? Donc, cela ne peut pas nous amener à une inaction. Ok. C'est là où j'ai dit. Mais quand même, comme vous m'avez parlé de la diplomatie, je vous dis que Tshisekedi a abordé cette question sur le plan externe, en s'engageant sur les fronts diplomatiques. Malheureusement pour nous, ou pour lui, il a négligé la question de la réforme dans l'armée. Il a négligé du fait que nous avions une armée multinationale. Et qu'en cas de guerre, tout pays qui a une armée multinationale ne gagne jamais. Mais attendez, presque Nana. Tshisekedi, de sa prise de pouvoir, il dit « J'ai trouvé une armée structurée, une armée bien mise en place, mais à partir de quel moment vous dites qu'il fallait à Tshisekedi d'apporter certaines réformes dans cette armée que lui-même a déclaré, il a dit qu'elle a trouvé que Tshisekedi lui-même déclare qu'il a trouvé cette armée bien structurée. À partir de quel moment il devrait encore apporter des réajustements et des réformes? Les étudiants nous suivent. La structure, par définition, c'est la composition. Si on vous dit, quelle est la structure de la chaîne? Vous citez l'organigramme. C'est ça la structure. Quand on dit, j'ai trouvé une chaîne bien structurée. Mais on peut dire, il y a le plateau, il y a des chaises, il y a les caméras, il y a la climatisation, il y a les régies finales, il y a des lumières, il y a tout. C'est ça la structure. C'est la composition. La structure
par définition, c'est la composition d'une chose. Tshisekedi a trouvé une armée structurée, bien sûr, parce qu'il y a la force terrestre, il y a la force navale, il y a la force aérienne. Est-ce qu'il y a-t-il des parachutistes comme on les voyait sous Mobutu? Mais est-ce que cette armée était dissuasive? L'unique armée au monde qui se contente de vous faire de communiquer, c'est l'armée congolaise. Ah, presque. Non, mais est-ce que vous habitez la RDC? On attaque l'armée, les politiques se contentent d'engager le front diplomatique. Le militaire doit s'attendre à une escalade militaire de la part de l'ennemi. Mais lorsqu'on attaque nos positions, les FARDC vous amènent un communiqué. Les FARDC constatent la violation du cessez-le-feu. L'armée est devenue plus politique que nous, les politiques. Du fait de sa faiblesse. Ok. Mais il y a des conditionnalités pour avoir une armée dissuasive, une armée forte. Est-ce que Tshisekedi a-t-il trouvé une armée forte? Parce que si l'armée était forte et dissuasive sous Kabila... Mais nous étions bien classés en Afrique. Attendez. L'armée congolaise. Ça, c'est selon Sous Google. Kabila. Ça, c'est selon Google. On vous dit 8e. Vous avez la 8e puissance militaire. Et que peut-être c'est la 10e puissance militaire qui vous attaque ou qui vous menace. Mais vous résolvez cette question d'une manière politique au lieu d'attaquer l'ennemi. À toute action doit correspondre une réaction égale et opposée. On tue le peuple chez nous. Aujourd'hui, on compte près de 15 millions. Mais si on a une armée forte, pourquoi on n'a jamais attaqué les Rwandais? Mais justement, c'est ça la question, non? J'aime ceux qui nous suivent trouvent quand même une certaine logique dans notre raisonnement. Très bien. Mais c'est parce que nous reconnaissons de nous-mêmes, c'est parce que les dirigeants savent que peut-être notre armée est encore faible. Elle a été affaiblie du fait des infiltrations, du brassage. Mais le président a promis de réagir de manière vigoureuse. Il a dit, soyez calmes, notre réaction sera vigoureuse. Dans son discours après le carnage de la ville de Goma, le président a promis d'une réaction vigoureuse. Mais cette réaction ne viendrait que de l'armée, je suppose. Une réaction proportionnelle. Je n'aimerais pas, pendant cette période où nous sommes attaqués, où nous sommes menacés, où il y a des localités qui sont occupées par l'ennemi, que je vous mette à vous étaler les faiblesses que nous avons dans notre armée. Nous soutenons le FARDC, le vrai FARDC. Parce que... Y a-t-il les faux aussi? Il y a des traîtres dans les FARDC. Il y a de ceux-là qui combattent contre l'État. Il y a de ceux-là qui pensent que le Congo doit rester un État faible. Il y a de ceux-là qui pensent que... Il y a de ceux-là qui jouent les jeux du Rwanda. Il y a de ceux-là qui ne nous défendent pas. Ils ont prêté serment pour défendre l'État. La devise de nos forces armées de la République du Congo, c'est ne jamais trahir le Congo. Mais lorsque l'ennemi entre et que des localités tombent sans combat, sans crépitement de balles, ont-ils trahi, oui ou non? À chaque fois, il y a des replis stratégiques. Il n'y a que des replis stratégiques. Des replis stratégiques, des replis stratégiques. Bukavu est tombé sans combat. Ce n'est pas seulement Bukavu. Il y a plusieurs localités. On en parle parce que Bukavu, on a plusieurs. C'est parce que l'armée n'est pas à mesure de combattre. Lorsque le Premier ministre vous avez dit qu'il y aura une riposte rigoureuse, la guerre, on la mène sur plusieurs fronts. Il y a le front diplomatique. Diplomatiquement, le Rwanda est en train d'en pâtir déjà. La Commission européenne qui est en train de suspendre sa coopération avec le Rwanda, c'est une riposte de la RDC. Le Parlement européen a voté à l'unanimité. 443 votants. C'est les 443 qui ont voté oui, c'est les 495 votants. La réponse est rigoureuse. Lorsque Kinshasa maintient sa position, d'en finir avec ces cycles infernales, c'est devenu comme ce qu'on appelle en latin aller à jactes. Le sort, ça n'est jeté la question dans la guerre. C'est-à-dire qu'on doit continuer à tourner. Okay. Bah, ils attaquent, on les brasse. Ils attaquent, ils entrent, nous nous affaiblissons. Kinshasa dit non. C'est une riposte rigoureuse. Merci beaucoup. Lorsque nous interdisons aux avions rwandais, malgré que je déplore du fait que nous sommes un pays où il y a des millions qui sont dépensés par les membres du gouvernement,
Mais la RDC n'a pas de radar. Êtes-vous sûr? Bon, parce qu'il en a. Il n'y a pas de radar. Avez-vous les éléments Il n'y a pas de qui radar. vous font dire ça? Allez voir les DG de la régie des voies aériennes. Et le ministre des Transports, M. Bemba, demandez-lui. Nous n'avons pas de radar. Très bien. Mais, nous avions sanctionné le Rwanda vigoureusement. Du fait, on l'a interdit de ne pas survoler l'espace aérien. Il y aura des impacts économico-sociaux. La riposte tant attendue par les Congolais aujourd'hui, c'est qu'au Rwanda, qu'il y ait aussi des pleurs comme on a toujours pleuré à Goma. C'est qu'au Rwanda, que les localités tombent comme ça toujours tombé. Que l'armée congolaise marche à Kigali, comme l'armée rwandaise est en train de marcher à Bukavu aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse le faire, il nous faut une armée nationale. Voilà pourquoi nous sensibilisons les jeunes d'adhérer, d'aller rejoindre l'armée massivement. Pour que ces Rwandais qui seraient dans le FARDC, fruits de brassage et de mixage, se retrouvent en une minorité. Très bien. Et que nous défendions notre patrie, parce que la défense de la nation, elle est sacrée au regard de l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a un droit et un devoir sacré de défendre l'État face à une menace extérieure. Nous la défendons, très bien, même médiatiquement, diplomatiquement, super. mais militairement, c'est ce que nous attendons. Si le Rwanda a déjà été attaqué militairement, ne fût-ce qu'une seule fois, depuis qu'il a toujours commencé avec cette mésaventure dans l'Est, Kagame serait toujours demandé 2 fois avant de nous attaquer. Très bien. Il s'appelle Prince Kinana, il est président national du mouvement des nationalistes divergents que nous avons reçu pour vous dans cette version authentique. Prince Kinana, venons-en maintenant dans le vrai fond de notre thématique. C'est à quoi je vous ai fait venir. Les évêques ont pris l'initiative de trouver par des voies de pourparlers, de retrouver, que la RDC retrouve une paix durable. Ma question est simple. Êtes-vous d'accord avec la démarche des évêques? Mais est-ce que le salut de la RDC pourrait passer par cette démarche des évêques? Si pour Cholet, la paix durable Monseigneur Cholet consiste, il est congolais comme moi. Moi, je ne reconnais pas son pouvoir sacerdotal. Oh. Nous ne sommes pas la même religion. La religion catholique n'est pas une religion d'État. Nous sommes un État laïque. J'ai ma foi, Cholet a la tienne, vous avez la vôtre. Une religion qui a beaucoup plus une marge de manœuvre élargie que d'autres religions? Elle impacte la société en quoi? Elle impacte la société en quoi? Là, moi, je me dis que tant qu'on ne quittera pas la religiosité pour embrasser la spiritualité, nous resterons comme ça en train de tourner. Israël, qui a des cités qui sont dans la Bible, qui sont un peuple que Dieu a connu en avance, le frère de Jésus. En Israël, il y a un mur. Quand tu touches ce mur, tes problèmes trouvent une solution. Ils trouvent la réponse. Israël combat ses ennemis. Il bombarde ses ennemis. Il bombarde ses agresseurs. Mais au Congo, vous avez un ministre qui vous dit qu'il faut attendre l'armée céleste. Donc, Ange Gabriel va venir descendre à Goma, il va pourquoi vous trouvez mal lorsque les évêques, les princes des tentent d'apporter la paix à je vais répondre. Allez-y. Ils n'ont jamais été princes de la paix. Vous les appelez princes de paix. Ils ont toujours sémé des divisions. Mais ce sont des pasteurs, ce sont des bergers. Des pasteurs qui vous donnent, qui ont toujours prêché par des discours qui nous ont toujours séparés. Ils ont des positions politiques, comme ils sont là. C'est une église au milieu du village, prince. L'église n'est plus au milieu du village, car le village s'est agrandi. Ils sont allés voir le président de la République. Ils ont vu Martin Fayoulou de l'église. Ils sont allés voir même les rebelles. Retenez ce que je vous dis un jour, vous me donnerez raison. L'église n'est plus au milieu du village parce que le village s'est agrandi. Si pour Cholet, avoir une paix durable, c'est permettre aux Rwandais qui occupent Bunagana, Tishishi, Rutshuru, Masisi, Rumangabo, Goma, Bukavu, de rester comme ça,
ceux qui ont tué des chefs coutumiers et qu'il y a eu des chefs coutumiers rwandais qui sont intronisés, de rester là, d'occuper nos terres, et que nous devons accepter ça, c'est-à-dire qu'ils se trompent. Si pour Cholet, avoir une paix durable, c'est accepter les cahiers de charges de Kagame, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais c'est pas ce que Cholet a dit. Hein? Non, attendez. C'est ça la démarche. En qui consiste à donner 40% des commandements de l'armée à l'armée rwandaise, prendre 30 000 soldats rwandais, les brasser dans notre armée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui prêter des intentions, Prince Kina? C'est le cahier de charges du Rwanda. Je vous l'ai dit, retenez, c'est la télé. Gardez cette partie ici. Ah, les internautes vont certainement couper cette partie. Si pour Cholet, il faut que nous puissions aller dans les brassages et mixages, jumelage, prendre ceux qui ont tué à Goma, qui ont fait les carnages, les mettre dans le gouvernement, que Nanga soit appelé Excellence, monsieur le ministre Corneille Nanga, dans ces pays, c'est qu'ils se trompent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils veulent nous enliser dans un cycle infernal. La démarche de Cholet et ses copains, c'est une démarche qui légitime l'occupation rwandaise. Oh, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Est-ce cette démarche n'est-elle pas salvatrice? Est-ce le salut de l'RDC ne passera-t-il pas, par cette démarche? C'est une très mauvaise démarche. Une pire distraction et une diversion. Là, on ne sait pas combattre. On peut et d'ailleurs, le Rwanda sait que le gouvernement congolais, Félix Tshisekedi, ne pliera jamais derrière cette démarche. C'est comme ça qu'il évolue. Lorsque Cholet a vu Kagame et l'armée rwandaise était à Goma, très bien. Mais aujourd'hui, l'armée rwandaise est à Bukavu. C'est parce qu'ils le savent, comme vous et moi, que nous n'accepterons jamais, avant qu'ils viennent nous tuer, nous tous. Est-ce que le chef d'État est au courant? Mais les chefs le savent. C'est pour ça qu'il a toujours refusé de dialoguer avec le M23. Mais ce serait une contradiction parce qu'il en a. Attendez. Ils ont vu le chef de l'État. Le chef de l'État a donné son accord. Mais dès lors qu'il quitte Kinshasa, c'est le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui dit que ce qu'ils sont en train de faire, méconnu du gouvernement, méconnu du président de la République. On joue à quel jeu finalement, Prince Kinana? Là où on ne sait pas combattre, on peut au moins parler, on peut au moins dialoguer. Ne trouvez-vous pas que cette astuce peut arranger les choses? En relations internationales, il est interdit de négocier en position de faiblesse. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Allez-y. Qui dit dialogue, voit concession. Qu'allons-nous concéder? Qu'est-ce qu'on va céder pour que la paix revienne? Parce que ils ne vont pas rentrer comme ça, vous leur dites ah merci, Cholet va prier pour eux, il leur donne la communion, M. Kagame prend la communion, maintenant nous sommes des frères, nous vivons dans les grands lacs, vous pouvez rentrer chez vous. Non, ils ne vont pas rentrer. Ils sont venus pour avoir quelque chose. Et qu'est-ce que nous allons leur donner? C'est pour ça que je vous parle du cahier des charges que nous ne pouvons pas accepter. Si on accepte ce cahier des charges, c'est-à-dire que nous légitimons l'occupation, nous acceptons de rester dans un cycle infernal. Très bien. Comme c'était avec Kabila. C'est ce que je veux dire, le même caméléon qui change de couleur, qui vient négocier avec le Congo, qui gagne toujours. L'unique voie salvatrice pour la RDC, c'est le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Point. Est-ce que ce n'est pas un échec? Kagame sait que... Non, ce processus a été un échec parce que cela n'a pas profité au Rwanda. Ok. Kagame, sachant que ce processus était un processus qui nous coinçait, qui lui vidait de toute substance, qui protégeait la RDC, et qu'en partant de par ce processus, la RDC aura le temps de se réorganiser. Parce qu'il faut une réorganisation militaire. Kagame a déclenché le plan B. Donc c'est lui de nous attaquer, de venir avec une invasion d'une manière rapide et progressive. La démarche des évêques, c'est une démarche qui bénéficie au Rwanda. Wow. Les évêques sont congolais, comment vont-ils mener des démarches qui vont être bénéfiques au Rwanda plutôt qu'à la RDC? Mais c'est peut-être qu'ils ne le savent pas, ou peut-être qu'ils le savent, ils pensent pour eux que c'est la meilleure des démarches.
Ils quittent Kinshasa. Via Brazzaville, ils arrivent à Goma. Une ville sinistrée, une ville sourde de plaies et grincements des dents, une ville calme où il y avait encore des corps sans vie qui étaient succombés, qui débordaient le riz de Goma. Il n'a même pas réservé une minute de silence en mémoire de ses morts. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il le faisait, l'armée rwandaise qui était là allait répliquer. Ils sont arrivés là, disant à tout le monde qu'ils sont allés voir Nanga, mais ce n'était pas Nanga qui décidait. Ce sont les Rwandais qui accompagnaient Nanga qui étaient en train de parler. C'est comme ça qu'ils nous finaient, ils sont allés à Kigali pour voir Kagame. Ils ont parlé avec Kagame. Quand il dit à Kagame, nous acceptons, on va accepter vos conditions. C'est ça, je me dis que c'est ça. Très bien. Mais, d'une part, l'opposition congolaise en appelle à une cohésion nationale. Ah, vous avez traité, et comment, le camp Tshisekedi, le régime Tshisekedi a traité Fayoulou d'un commandeur d'emploi. Non, bon, l'heure n'est pas à des considérations politiques. Non, mais justement parce que la maison a pris feu. On ne doit pas commencer à se dire, non, venez, on doit d'abord se rassembler. Et puis mais attendez, parce que non, comme la maison a pris feu, nous devons tous nous unir. Mais attendez, je vous relance. Est-ce que d'abord, le dialogue en interne, est-il possible de d'unir nos voix, de regarder dans la même direction, quand on sait qu'on a mené une politique, selon une frange de l'opinion, on a mené une politique par les extrémismes. Le chef de l'État avait toujours un regard, je veux dire, dédain face à ces colistiers. Tantôt, c'était les Bakombataba, tantôt, c'était les Bololé, tantôt, c'était des considérations qui n'arrangeaient pas l'opposition. L'opposition affaiblie, l'opposition Yanzala, une opposition affamée. Est-ce tout ça? Vous voyez que ces discours-là avaient vraiment mis très à l'aise ces colistiers pour qu'aujourd'hui, le président revienne à sa charge pour demander à tout le monde d'être ensemble et de les soutenir afin de vaincre cette bataille. Ces discours-là n'a plus de place maintenant. Parce que l'ennemi qui arrive ne choisit pas de camp. À Goma, on a tué un artiste. Très bien. Qui n'était pas pro-Tshisekedi, qui chantait des chansons patriotiques. Il a chanté une chanson seulement les rappelant que vous êtes des étrangers. Vous êtes venus chez nous pensant nous coloniser. Ils l'ont tué. Nanga l'a tué avec ses copains rwandais. L'ennemi ou l'envahisseur qui arrive là, ne va pas regarder seulement les Tshisekidistes. Très bien. Il va geler les libertés d'opinion. Il va détruire les fonctionnements réguliers de l'État. Il pourrait même suspendre le fonctionnement des partis politiques. C'est-à-dire, l'heure n'est plus à la division. Nous devons oublier tout ce qui nous a divisés jusqu'ici. Ok. Parler patrie, parler État. Voir comment nous allons combattre. Mais justement, les évêques sont dans cette démarche de... Non! La démarche des évêques n'a rien à voir avec la démarche politique. Mais ils ont vu Fayoulou, ils ont vu ces Non, bon, voir Fayoulou, pour eux, c'est... Ils ont appelé ça la cohésion nationale. Au Congo, on n'a pas un problème de cohésion nationale. La cohésion nationale, par définition, c'est les vivre ensemble. Très bien. Fayoulou et Katumbi s'appellent frères, Fayoulou et Tshisekedi s'appellent frères, Katumbi et Kabila s'appellent frères. Ils sont tous Congolais. Si eux n'ont pas d'agenda politique derrière ceux qui arrivent, combattront l'ennemi du côté de Tshisekedi parce que c'est lui qui représente l'État. Très bien. Et après, on pourra en interne voir comment, après ces désescalades, aller de l'avant. En Ukraine, il n'y a pas d'opposants. Il y a des opposants en Ukraine. Mais face à l'agression extérieure, l'opposition se tue. La majorité se tue. C'est l'Ukraine qui a prévalu. Et dit maintenant, on doit parler Congo. Il n'y a plus d'UDPS, il n'y a pas de MLC, il n'y a pas de MND, il n'y a pas de CRD, il n'y a pas de CID, il n'y a pas de PPRD, il n'y a pas d'ensemble. Il y a le Congo qui est menacé. Sans pays, il est difficile qu'on ait une nation. Très bien. Sans pays, il est difficile qu'on ait des partis politiques. C'est le pays qui est menacé. Très bien. Donc on retient finalement que la mission que mènent les évêques est vouée à l'échec. C'est une distraction. Nous, Congolais conscients, moi, Prince Kinana, je ne veux pas qu'on résolve cette question aujourd'hui pour que demain,
qu'il y ait encore une résurgescence, une recrudescence de la même question. Parce que Kagame veut nous infiltrer jusqu'au moment où vous pourrez avoir un président Tutsi ici au Congo. Retenez ce que je vous ai dit. Donc, si nous continuons avec cette politique, nous risquerons dans 20 ans ou 30 ans qu'on ait un président Tutsi ici. Ma question est simple, Président. C'est parce que nous voulons continuer à légitimer l'occupation, aller dans la déportation des populations. Presque Inana, on vous entend parler. D'aucuns maintenant se posent la question. Vous avez nommément, depuis le début de l'émission jusqu'à cette heure, vous avez nommément cité sans arrêt le nom de Kagame. Moi, je vous pose la question. Qui est selon vous le vrai commanditaire de tout ce qui se passe? Qui n'en parle français? Je qualifie d'un vrai commanditaire de tout ce qui s'est passé qui? Cette guerre d'occupation qui a tué à Goma, qui en est le vrai commanditaire, qui arrive à Bukavu, a deux commanditaires, des exécutants. Parce que c'est une coalition. Il y a le M23 qui a pour parrain ou pour autorité morale Kagame. Il y a l'AFC qui a pour parrain ou autorité morale Kabila, selon le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Mais tu sais c'est la personne la mieux informée. Mais tu sais qu'il dit, de ces deux fronts, le vrai commanditaire, derrière les deux, c'est Kabila. Oh, mais ils sont deux, non? C'est comme les FCC cash. Les M23 et l'AFC, c'est une coalition. C'est comme les FCC et les cash. Très bien. Qui était l'autorité morale du FCC? Joseph Kabila, bien sûr. Qui était l'autorité morale du cash? Tu sais qu'il dit? Ah, les M23 et l'AFC, c'est une coalition, vrai ou faux? Ah, c'est vous qui le dites. Hein? C'est vrai, c'est une coalition. À Goma, le coordonnateur de l'AFC, c'est qui? C'est Nanga, non? C'est lui qui représente son autorité morale. Kagame. Non, Nanga représente Kabila. Makenga et les autres Bissi, moi, représentent Kagame. Très bien. Pourquoi on le dit? Lorsqu'on a commencé avec le processus de Nairobi, les M23 étaient déjà à la table de négociation avec Kinshasa. On était déjà à Nairobi 4. Il y avait des groupes armés qui ont été déjà démobilisés selon le plan de PDRCS. Très bien. Mais c'est Kagame qui appela les Makenga et les autres. En passant par son ami hypocrite Luganda, ils ont attaqué Bunagana. Très bien. Mais l'AFC est né après. Parce que Kagame a compris qu'à l'échelle internationale, il était démystifié. On retrouvait la présence de militaires rwandais au Congo. Il était cité nommément dans des salons politiques internationaux. Il était maintenant reconnu par la communauté internationale, par ceux qui doivent réguler les droits internationaux à l'échelle mondiale, que c'était lui l'agresseur, le sanguinaire des Congolais, l'exécutant des Congolais, l'occupant, l'envahisseur des Congolais. Il a fallu prendre des Congolais de basse classe comme Nanga et les autres, les placer devant pour dire que c'est un problème congolo-congolais. C'est vraiment que Kagame s'est transformé à être un président de la CNI. Il a commencé à parler de la question des élections au Congo. Et il naquit l'AFC à Nairobi. Alliance pour le fleuve Congo. Mais qui en est son autorité morale selon le président de la République Tshisekedi? C'est Kabila. Maintenant, Kabila et Kagame se sont liés. Très bien. Que les Kinois n'oublient pas une chose, ou que les Congolais n'oublient pas une chose. Rapidement. Kabila a fait un mandat, va aller à l'Union africaine, il tient un discours, il dit, je ne vous dis pas au revoir. À bientôt. Je vous dis à très bientôt. Kabila accédait, ou les Kabila accédèrent au pouvoir par la voie des armes. Mais il a organisé les élections démocratiques. Il quitta par la voie démocratique. Pas de son propre gré. Ah, Prince Kinana. Parce que si ça ne dépendait que de Kabila, Prince... on allait rester comme ça un État où il n'y avait même pas d'institution. Mais il a quand même accepté d'organiser les élections. Pas de son propre gré. Avec les moyens propres de l'État. Pas de son propre gré. Il y a eu des rébellions dans ces pays. Les Bemba se sont battus pour ça. Très bien. Les dialogues intercongolais, on ne va pas rentrer dans ça. C'est de l'histoire. Mais je vais dire aux Congolais, Kabila sait que démocratiquement, il lui est tellement difficile de rentrer comme président de la République. C'est pourquoi il utilise il veut utiliser le même modus operandi.
Ce n'est qu'une Kabila qui a révélation. dit, Kabila qui a dit je laisse le pouvoir sans remords. Moi, je suis Je laisse à mon prédécesseur le pouvoir sans remords. Moi, je suis politologue, je suis congolais. Très bien. Kabila avait pris, les Kabila ont pris le pouvoir par les armes. Il quitta pacifiquement, mais tout en regrettant d'avoir quitté les pouvoirs. Lui-même a dit qu'il n'avait aucun Bon, ne disons pas Kabila. Les Kabilistes ont pris le pouvoir par les armes. Ils regrettent d'avoir laissé le pouvoir. Okay. Et ils ne peuvent revenir que par les armes Très parce bien. qu'ils savent que démocratiquement, cela leur est très difficile. Merci beaucoup, Prince Kinana. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans Version Authentique. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Mais avant de nous quitter, comme vous le savez, votre rubrique, la rubrique Opinion sur image. Prince Kinana va vous proposer des images. À vous d'apprécier, à vous d'orienter, à vous de dire ce que vous pensez. Et c'est des images que nous allons vous proposer. Mais on va marquer une courte pause. Opinion sur image et puis on revient tout juste après. D'aucuns pensent que c'est un moment crucial de ce programme, de cette émission Version Authentique. Mais pour nous, ce n'est qu'un chemin, ce n'est qu'une rubrique. Prince Kinana, êtes-vous prêt? Allons-y. Merci beaucoup. Allez, regardez cette première image. Regardez ça. Merci beaucoup à la technique. Connaissez-vous ces deux personnalités? Bien sûr. Il s'agit de Moïse Katumbi et Joseph Kabila Kabange. le chef de l'État déclarant un jour que son plus grand regret, c'est d'avoir perdu Joseph Kabila à ses côtés, avec qui ils étaient en coalition. Est-ce que vous avez l'impression que si Tshisekedi avait gardé Kabila à ses côtés et Moïse Katumbi, ils auraient pu mettre fin à cette guerre, d'autant plus que Kabila a eu déjà à en découdre avec les M23 et Moïse Katumbi a eu à faire des propositions comme quoi si on mettait l'armée dans de très bonnes conditions, logistiquement, financièrement, notre armée va vous finir cette guerre. Vous ne comprenez pas les Écritures parce que vous entendez l'essence, c'est dans la Bible, je crois c'est dans Jean. Kabila n'a jamais fini cette question de la guerre dans l'Est d'une manière militaire, c'était d'une manière diplomatique et politique. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il regrettait Kabila, le chef de l'État regrettait la rupture de la coalition FCC-CACH parce que selon lui, ça devait être une coalition congolaise, des Congolais qui devaient penser État. C'était une première que les pays vivent sous une cohabitation, comme ce fut le cas avec Lumumba en 60. Mais comme c'était avec Lumumba et Kasavubu, avec Tshisekedi et Kabila aussi, ça n'a pas réussi. Où il y avait un chef d'État qui n'avait pas une majorité au Parlement, comme Kasavubu n'avait pas une majorité au Parlement. Le chef d'État regrettait du fait que ces Congolais qui pensaient se servir eux au lieu de servir la nation, du fait que nous nous séparâmes d'eux, ont pris la voie des armes. Mais s'ils étaient avec nous, Kagame allait manquer un complice interne. Okay. Parce que le voleur ne vous vole qu'à répétition que lorsqu'il a un complice à l'intérieur. Très bien. Vous n'avez que 30 secondes pour l'oppresseur n'est plus puissant que lorsqu'il a des complices parmi les opprimés. Notre oppresseur qui est Kagame a un complice aujourd'hui au Congo qui s'appelle Kabila. Selon le président Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Sédio pouvait faire beaucoup de bien à la République? Si Sédio était patriote et nationaliste, oui, ça ferait beaucoup de bien pour les pays parce que Kabila... Ah, vous pensez que le Sédio n'est pas patriotique? Mais il n'a jamais été patriotique pour les Congo. Katumbi, c'est un affairiste économiste qui ne pense que lui, il ne pense pas au pays. Très bien. Parce que les Katumbistes se vantent d'avoir incarné l'adresse à l'international, mais Katumbi pouvait l'utiliser. On a vu Mukwege plaider à la Commission européenne pour dénoncer cette agression. Il a même dit qu'on devait rompre ces partenariats entre les Rwandais et la Commission européenne. On n'a pas vu Katumbi appeler ses contacts au niveau de l'Arabie Saoudite ou aux États-Unis. Katumbi a des contacts à la Maison-Blanche. Il peut les utiliser pour le bien de ce qui se passe dans l'Est, mais il ne le fait pas. Kabila, qu'est-ce qui lui empêche de rentrer au pays de dire à Tshisekedi, voici ce que moi j'avais fait. Si réellement ils avaient fait les M23 militairement.
Et puis moi, je me dis, pourquoi vous tournez l'histoire en disant aux Congolais que Kabila avait défait le M23 militairement? Parce qu'il avait défait le M23 militairement, Makenga devait mourir. Non, pas forcément, mais Kabila, quand il quitte le pays, il laisse la situation. Il n'y avait pas de M23, il faut quand même le reconnaître, hein, Prince. Kabila quitte le pays, il y a des localités qui étaient sous occupation rwandaise. C'est comme ça que le chef de l'État avait décrété l'état de siège. Pourquoi vous voulez que nos enfants qui suivent, les étudiants qui nous suivent, ne comprennent pas l'histoire? Si Kabila avait laissé une paix totale, une république pacifiée, c'est ce qu'il n'allait jamais décréter l'état de siège dans le Nord Kivu. Ok. Kabila part, il est toujours une situation tendue. Parce que Kabila n'avait que pour traitement de la guerre, il ne donnait qu'un seul médicament. Brassage, mixage, jumelage, crossing over. C'était tout. Parce qu'il ne voulait pas perdre son peuple. Non, parce qu'il savait que son armée était faible. Très bien. Le peuple, on le perd toujours. Quand ils viennent, ils tuent, non, ils violent nos mamans. 15 millions de morts, vous pensez qu'ils sont morts de la malaria? Non, c'est l'armée rwandaise qui tue. À chaque fois qu'ils arrivent, à Goma, ils ont tué plus de 4000. Il y a des gens qui nous suivent à Goma. Très bien. Venons à la deuxième et dernière image, Prince Kinana. Regardez cette image. Est-ce que vous la connaissez? De qui s'agit-il? C'est Madame Judith Suminwa Tuluka. Notre première ministre. Ah, votre premier ministre, à vous. Ah, vous n'êtes pas de la République démocratique du Congo? Moi, je suis la République du Congo. Et les premiers ministres de la République? Bon, les Congolais savent que maintenant, là, apparemment, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas aussi un premier ministre. Qu'est-ce que vous dites, Prince? Judith est première ministre. L'article 91 de la Constitution, le gouvernement définit la politique de la nation et en assume la responsabilité. La politique nationale est conduite par... Laissez-moi venir, laissez-moi poser ma question. Est-ce que vous avez aussi cette impression que jusqu'à présent, on ne sait pas sentir son apport, ce qu'elle a amené, et que le chef de l'État ne lui avait nommé que parce que c'était une dame? Au-delà de cela, elle n'a pas quelque chose à donner à la République. Avez-vous aussi cette impression? C'est ce que j'étais en train de vous dire avant que vous puissiez poser votre question. L'unique critère qui a fait de Mme Judith Suminwa Première ministre, c'est parce que c'est une femme. Le président de la République a voulu marquer l'histoire en disant qu'il y avait, on a connu aussi au pays un Premier ministre de genre féminin. Très bien. Mais malheureusement, elle est incompétente, médiocre. Elle ne fait rien. Il fallait qu'elle fasse quoi finalement? La meilleure façon d'écouter Mme Suminwa, c'est de voir les 6 axes que le chef de l'État avait promis aux Congolais. Vous vous rappelez encore de ça, madame? La sécurité publique. Nous sommes dans un État agressé. 0. Même la sécurité interne. Les banditismes urbains sont pleins. Le Mobondo chez moi ici continue encore à tuer des populations congolaises. Très bien. Deuxième question, le pouvoir d'achat des Congolais. Aujourd'hui, le Congolais de 2023, la vie des Congolais de 2023 ne se différencie pas de la vie des Congolais de 2024. Et la situation devient de plus en plus difficile. Très bien, Prince. La diversification de l'économie. L'économie n'a pas été diversifiée. Nous dépendons toujours des minéraux. Il n'y a pas de bateaux de pêche, il n'y a pas d'agriculture. Elle ne fait rien. Mais elle a détruit ce qu'elle a pu trouver. Le tissu économique se dégrade. Elle est médiocre. Je ne sais pas pourquoi on est en train de continuer de la garder. Très bien. On la garde pourquoi? Dans un pays agressé, nous trouvons normal qu'on ait un premier ministre laxiste comme Maman Suminwa. Peut-être que c'est sa façon de faire. Hein? Peut-être que dans les... Ah, une façon de faire qui n'arrange pas l'État. Une façon de faire qui nous fait regretter. Bon, peut-être qu'elle n'est pas populiste simplement. Allez, monsieur Zedam. Mais elle n'a rien comme action. Comment voulez-vous qu'elle fasse le populisme? Très bien. Allez, monsieur Zedam, nous sommes arrivés au terme de cette version authentique. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir le président national du mouvement des nationalistes divergents, Prince Kinana, le monde de la fin, et ceux qui nous ont suivis, qui retiennent quoi finalement de vous, et surtout un mot aussi pour ce programme qui vous a reçu pour la première fois, la version authentique, comment l'avez-vous trouvé, et qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui nous ont suivis? Merci beaucoup. Je demanderai d'abord au gouvernement, au président de la République, connaissant que les relations internationales constituent une jungle où l'effort domine les faibles et que Mobutu disait un jour
que la politique ne peut jamais reprendre ce qu'on nous a pris par la force, il est important maintenant que nous puissions passer à l'offensive. Très bien. Nous devons réorganiser l'armée à l'interne, que nous passons par des coupes budgétaires, réduire les temps de vie des institutions, éviter qu'il y ait eu des détournements, qu'il y ait un remaniement, qu'on ait un premier ministre que militaire, si possibilité il y aura, ou qu'on ait un premier ministre qui sera actif, parce que soumis noir, et constituer un ensemble de villes jusque-là, que nous puissions nous réorganiser et gagner. Très bien. Un mot pour les messieurs. Aux Congolais, d'abord, nous leur demandons d'oublier tout. Ce n'est pas le moment de critiquer les bilans du chef de l'État. Nous devons parler État parce que l'ennemi arrive. Réveillons le patriotisme à nous. Nous ne pouvons pas applaudir l'envahisseur qui viendra violer nos mamans, nous tuer par des centaines de milliers. Très bien. Je remercie ces programmes. Je souhaite à ce que cette émission continue. C'est un bon cadre. Merci. J'apprécie la chaîne de télévision. Le cadre est très bon, mais vous présentez aussi très bien votre émission. Merci beaucoup. Si on a de tels programmes, malheureusement, à faute de temps, vous pouvez peut-être arranger les timings. Ce sont de telles émissions qui vont quand même permettre à ce que le futur du Congo soit garanti. Vous êtes l'historien du contemporain, l'historien du présent. Très bien. C'est grâce à vous que les Congolais n'oublieront jamais l'histoire de notre pays. Comme Lumumba l'a dit, l'histoire de la République du Congo sera écrite au Congo. Très bien. Allez, messieurs et dames, c'est la fin de ce numéro de Version Authentique. Le rendez-vous est pris dans les 7 prochains jours. Nous avons reçu pour vous Prince Kinanaï, le président national du mouvement des nationalistes divergents, avec qui nous avons parlé de la situation qui prévaut depuis une trentaine d'années dans la partie est de la République du Congo. Nous avons bien évidemment pris l'angle de la mission des évêques. Le rendez-vous, je le disais, est pris dans les 7 prochains jours. Nous, on a l'habitude de dire dans la vie, il faut s'assumer surtout, et alors surtout, soyez vrai et restez vrai, car être vrai, c'est être authentique. Au revoir, à la prochaine.